J'arrive, mon frère. Ça va? Salut, ça va bien. Alhamdoulilah, bah déjà, merci parce que je t'ai pris au dépourvu. Ouais. T'étais pas venu pour ça. T'aimes pas les caméras. Ah, j'ai horreur de ça. T'es de l'ancienne école. Et à la base, on va vous dire la vérité. Sharif était venu me rendre un petit service, me faire un début de devis Oui. pour un bureau. Et bah, je vais te mettre dans de bonnes conditions. Je vais te présenter. D'habitude, c'est les gens qui se présentent. Là, c'est moi qui vais te présenter Ouais, pour te mettre dans l'ambiance. Bah, Sharif, c'est la personne de confiance par qui on passe tout le temps pour tout ce qui est rénovation, construction. C'est travail à la française, l'éthique, les dates de livraison respectées. On essaye au maximum. Ouais, après, dans la mesure du possible. Ouais. Mais t'as pas encore attrapé le problème de Dubaï, c'est tomorrow, Inch'Allah. Et... Bah, non, ça déjà, c'est sûr. l'as pas. Avec moi, c'est pas possible. Il y a le Inch'Allah en France, du moins en Europe, et il y a le Inch'Allah ici à Dubaï. La différence, c'est que en France, quand tu dis Inch'Allah, ça veut dire à part si je meurs, je donnais ma parole, je le ferai. Ici, c'est Inch'Allah, c'est peut-être, on verra. Quoi, si dans 6-7 mois, à voir. Ouais. Après, la problématique sur les chantiers à Dubaï, c'est surtout le fait que nous, les délais, comme tu venais de parler de délais, là, en soi, on les respecte quasiment à 95% du temps. Quoi. Parce que moi, je donne des délais, et quand je donne ces délais-là, si tu veux, si j'ai prévu, imaginons, j'ai prévu à peu près 2 mois de travail, je me laisse toujours une marge. Ouais. Je dis au client, voilà, 2 mois et demi, comme ça, je suis sûr que je préfère lui faire plaisir et livrer avant, que d'arriver à la date fatidique, et puis le client, il me dise, ouais, non, je suis pas content, voilà, finalement, de French Touch, il n'y en a pas. Quoi. Vous dites que vous allez livrer, vous livrez pas. Mais la seule partie où on n'arrive pas trop à gérer, c'est quelque chose qui est impossible. C'est justement avant de faire des travaux, de faire des approvals. Donc, des autorisations. Voilà, nous, on est tributaire des organisations gouvernementales. Et la problématique, c'est d'un chantier à l'autre, le temps peut varier énormément. Quoi. C'est quoi qui fait que ça peut prendre des mois? Parce que je sais que j'ai des potes, moi, qui s'étaient passés par Baladia. Tu peux passer par Baladia ou c'est autre chose? Oui, mais tu passes par Baladia. Ouais. Il y a plusieurs organismes. Il y a Baladia, il y a DCD, Dubai Civil Defense. Et ça dépend après si tu fais un restaurant, s'il y a du gaz. Chaque côté technique que tu dois faire, s'il y a une spécificité, tu dois obligatoirement passer par un organisme d'État. Compétent pour le... Ah oui, parce que ils sont très... pour ceux qui ne le savent pas forcément... Dubaï, après c'est pas méchant quand je dis ça, mais Dubaï c'est pas le bled. C'est pas on donne un billet, on fait avancer un dossier. Non, c'est carré. C'est carré. Ouais. C'est comme si tu étais en Suisse ou en France. C'est très très carré. Et c'est même plus carré qu'en France. Qu'en France, par exemple, admettons, tu veux faire les travaux, tu fais une rénovation chez toi à l'intérieur, tu veux changer le carrelage, la salle de bain. T'as pas à prévenir qui. Casser une cloison, t'as personne à prévenir. Ici, la moindre chose que tu fais. Donc même en intérieur. Ah, même en intérieur, oui. Si tu veux casser une cloison, par exemple, tu vas agrandir une cuisine ou agrandir une salle de bain ou autre, à partir du moment où tu touches à tout ce qui est, entre guillemets, structurel, tu es obligé de passer par un approval. Ok. Écoute, c'est bon à savoir ça, parce que ça, c'est pour le coup, c'est vraiment différent de... Mais ça, c'est le fait que ce soit dans des campantes, par exemple, ou même une villa individuelle. Peu importe. Peu importe. Hein. Villa. Après, il y a des villas, si tu veux, qui ne sont pas en campagne, qui sont à l'extérieur. Comme Jumeirah, Al-Wasl, tout ça. Et là, moi, c'est ce que je déconseille fortement. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont dire, bon, écoute, de toute façon, il n'y a pas le building management, il n'y a personne qui est là pour vérifier. Donc on se fait ça vite fait entre nous. Il y a des contracteurs, du moins des entreprises qui vont dire, bon, il n'y a personne qui est là pour checker derrière. Donc allez-y, on va les faire, les travaux, il n'y a pas de problème. Sauf que la problématique, justement, c'est que si tu fais ces travaux-là sans les déclarer, le jour où on va dire, tu as acheté le bien ou depuis un certain temps où tu l'as déjà, mais le jour où tu vas vendre ce bien, là, tu vas avoir des problèmes. Parce que quand tu vas donner les plans au nouveau propriétaire, automatiquement, quand tu vas regarder les plans existants et la réalité, ça ne correspond pas. Et la problématique qu'il y a, c'est que ça peut bloquer la vente, parce qu'à partir du moment où tu fais justement ce que moi je dis aux clients de faire, c'est-à-dire de passer par la voie officielle, faire l'approval et tout faire dans les règles de l'art, donc tu n'auras en aucun cas ce problème-là, dans la mesure où une fois que tu vas faire ta demande d'approval auprès de la municipalité, tu vas leur présenter, si tu veux, dans l'approval des plans d'état des lieux, c'est-à-dire dans l'état actuel, et des plans futurs. Et ce qui se passe, c'est que à la fin du chantier, il y a la municipalité qui passe pour vérifier justement déjà, donc c'est une sécurité, que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de souci majeur, parce que quand tu touches tu changes, je sais pas, un robinet ou tu fais un peu de carrelage et tout, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais par contre, si tu touches sur le structurel, c'est-à-dire les murs et tout, tu peux par la suite avoir des gros soucis au niveau de la structure. Et ce qui est bien, c'est qu'après, avec eux, c'est enregistré. Et bien évidemment, le jour où tu vas vendre ton bien, ça aura été déjà au préalable, si tu veux, mis en archive.
Et le jour où la nouvelle personne qui va acheter acquéreur. le bien, si elle-même aussi veut faire des travaux derrière, obligatoirement, il faut faire une demande auprès de la municipalité. Et eux, ils vont te donner des plans, ils vont t'envoyer des plans approuvés. Ouais, tu as tout l'historique. En fait. Voilà. Et sur ces plans approuvés, eh tu auras déjà l'état des lieux qui correspond à ce qu'il y a à l'état actuel des choses. Et c'est en gros comme en France à la mairie, si tu veux, comme le cadastre, quoi. Quand tu fais des modifications et autres, tu fais une demande de permis auprès de la mairie. Et tout ça, après, c'est archivé dans les cadastres, quoi. Donc Dubaï, c'est super encadré. Ah, très encadré, ouais. Très encadré. Et comme tu sais, nous, on est une agence IMO, Ouais. on se connaît bien. Et donc, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, notamment pour l'investissement. Ouais. Et moi, j'en parle souvent et on commence à voir ça de plus en plus. Au préalable, au départ, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés sur le off-plan, donc en cours de construction. Mais maintenant, on reçoit pas mal de questions, un peu sur le modèle français. Tu as dû déjà faire ça, d'ailleurs, en France. Des gens qui se positionnent sur un bien un peu vieillot, où il y a des travaux à prévoir. Ils l'ont à un prix qui est un petit peu en dessous du prix du marché par rapport à la superficie, au quartier. Ils rentrent là-dedans, ils font un comparatif, ils arrivent à faire des travaux à pas forcément moindre coût, mais à un prix compétitif. Et après, pour essayer de faire potentiellement une plus-value ou même ne serait-ce qu'habiter dans la villa. Il y a beaucoup de clients qui font donc, ça. Donc, toi, tu as fait ce genre d'opération, j'imagine. Exactement. Des villas, des appartements. Nous, on a un client qui nous appelle, qui nous dit voilà, nous, on veut acheter le bien, on veut se projeter, et donc on a des idées pour faire telle ou telle modification. Et nous, on est là justement en tant qu'œil expert pour les conseiller au mieux. Et puis après, ce qui est bien, c'est que nous, quand on fait les travaux, le client, lui, à la rigueur, il y a des fois, nous, on fournit le matériel et on fait aussi les travaux. Et des fois, le client nous dit, je veux faire mes choix et tout. Donc, ils n'ont pas besoin forcément de notre expert pour le design. Ils nous disent, voilà, moi, j'ai une idée de tout établi. Donc, je vais acheter moi-même le matériel et puis je vous le fournis. Puis vous faites la pose. Donc, ça aussi, on fait. Et ce qui est bien, c'est que s'il n'y a pas de travaux à proprement dit assez gros, il y a besoin de ce qu'on appelle un minor work. Parce que pour expliquer, quand on fait des travaux, il y a deux types d'approval. Il y a le minor work et le major work. Le minor, c'est pour tu refais une salle de bain, tu casses le carrelage, tu enlèves toute la robinetterie, les sanitaires et tout, et tu refais à la même. Exactement ce qu'il y avait avant, sauf que tu changes le design. Donc ça va être un minor work. Okay. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très regardants parce que il n'y a rien de spécial. Et l'autre type de travaux, c'est ce que j'évoquais justement juste avant, c'est le major work. Tu peux toucher à des cloisons, des murs du structurel, obligatoirement, tu es obligé de passer par un major work. Et à partir du moment où tu passes par ce major work, nous, on s'occupe, si tu veux, dès le départ, de tout. C'est-à-dire de A à Z, on s'occupe du chantier. Ça passe par, d'abord, si le client a des idées et autres, on propose une 3D. On dit, voilà, on a notre architecte, on peut vous faire la 3D. Une fois que la 3D est décidée, là, on fait des plans techniques, parce qu'on en a besoin pour faire les approvals, des plans 2D en technique. Et on fait toutes les soumissions pour avoir les approvals. Et une fois qu'on les a, on fait les travaux. Okay. Ce qui fait que le client, il se casse pas la tête. Là, pour te dire, on a un client là qui est actuellement qui n'est pas en France du tout. Hein. C'est un investisseur sur Dubaï. Donc, il a acheté un appartement. Et tu veux dire, il est parce que tu as dit, il n'est pas en France. Ça veut dire, il est sur non, Dubaï. excuse-moi, non, il n'est pas sur Dubaï. Ouais, il n'est pas sur Dubaï. Non, pas de souci. Il est à l'étranger. Okay. Et du coup, il a entendu parler de nous. Il connaît une personne qui nous connaît très très bien. Et donc, nous, c'est pareil, on lui a montré un peu tout ce qu'on faisait. Donc, c'est une personne qui nous fait confiance. Et donc, il s'est occupé de rien du tout, quoi. Il a acheté le bien. Et il nous a envoyé tout le title deed, c'est-à-dire la propriété, tous les papiers dont on avait besoin. On a fait. Donc, du coup, c'est toi qui fais les demandes. Ah oui, on a fait plusieurs rendez-vous. Là, d'abord, on a regardé, on a parlé un peu de ses attentes, de ce qu'il voulait. Et nous, on lui a montré des photos de réalisations qu'on a faites avant. Et on s'est mis d'accord sur un certain style. Et à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le style, il nous a dit feu, allez-y. Hein. On a fait le devis, il a validé. Et de là, il s'est plus occupé de rien, quoi. À part nous, de temps à autre, quand on avait besoin pour les approvals et autres, de lui demander des papiers. Donc il nous a fait passer les papiers. Nous, on s'est occupé de tout, de jusqu'à Z. Et là, on va livrer mi-septembre, fin septembre maximum. Donc tu prends c'est des projets clés en main, quoi. Ah, c'est clé en main. Le client, il se casse pas la tête.
Et bien entendu, comme il n'est pas sur Dubaï, pendant la réalisation des travaux, on envoie, on fait des, des photos. On fait des points, des comptes rendus, on lui envoie des photos. Après, on lui fait aussi des suggestions parce que bien entendu, quand on fait de la rénovation, c'est pas comme le neuf, il y a toujours des petites surprises. Bien sûr. Et justement, quand il y a ces surprises-là, nous, on est là avec un œil expert pour trouver des solutions techniques. Pour contourner. Voilà, et on lui soumet. Et puis, s'il est OK, on fait ça, quoi. Et toi, si tu es amené, parce que je sais que tu as une grosse expérience en France. Oui, mon expérience, si tu veux, j'ai commencé en France, à Toulouse, en 2006. Et j'ai commencé avec une clientèle, d'ailleurs, avec laquelle je suis resté de chez Airbus. C'est les Allemands, les Anglais, tout ce qui s'ensuit qui venaient, parce que moi, ils travaillaient chez Airbus, il fallait qu'ils investissent, donc ils achetaient un bien. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un premier chantier, et puis la personne en a parlé à d'autres. Comme je te disais, je ne fais pas de publicité. Même ici, d'ailleurs, c'est très, très rare. Hein. Je ne fais pas de publicité à Dubaï. Je précise que Sharif, vous ne le trouverez pas sur les réseaux. Non. C'est vraiment c'est du vrai bouche à oreille. C'est ces chantiers qui parlent pour lui, en fait. C'est tes chantiers qui sont ta carte de visite. Mes chantiers, c'est mon showroom, quoi. Ouais. Donc, quand les clients, ils me disent, ils ont des petites hésitations ou autres, ils me disent, oui, mais je ne sais pas, je ne vous connais pas et tout. Je dis, écoutez, voilà telle adresse, parce que je ne fais pas que du résidentiel, tu fais beaucoup de commerce. Je fais aussi des commerces, je fais des restaurants, chicha, coiffeurs, salle de sport. On est très diversifié. Ouais. Et si tu es amené à comparer, parce que ça, c'est vraiment une demande qu'on a beaucoup en ce moment. Des gens qui veulent partir sur de l'ancien. Oui. C'est-à-dire, il n'y a plus de plan de paiement, c'est un achat comptant. Soit ils ont des fonds dispo, soit ils veulent passer via un crédit. Et selon toi, après, je pense pas que toi tu fasses je sais pas si tes clients forcément te disent après ce qui se passe derrière, mais selon toi, ils peuvent engendrer une plus-value. Est-ce que tu es déjà rentré sur un chantier où il y avait vraiment une marge de progression? Ouais. Il y a deux types de clients. Il y a ceux qui vont, qui en ont marre de la France et qui viennent tout simplement ici à Dubaï, parce que pour la fiscalité et bien autre chose. Et ils veulent acheter le bien de leur vie, quoi. Ils viennent ici, ils achètent un bien, nous on le rénove et ils y restent. Après, il y a d'autres types de clients qui vont faire des opérations sur des appartements ou des villas, où là, justement, ils s'attendent à une plus-value. Donc, ils ont réussi à trouver leur bien à un prix raisonnable. Et derrière ça, nous, on fait les travaux. Et oui, j'ai des clients qui ont acheté, qui ont revendu et qui ont fait... c'est des belles plus-values. Ce qui est bien, la différence entre la France et Dubaï, c'est qu'en France, tu vas acheter un bien, tu vas faire les travaux. Une fois que c'est fini, ça va être assez lent dans la mesure où le marché de l'immobilier n'est pas aussi rapide en France qu'à Dubaï. Dubaï, tu peux acheter un bien, tu peux faire les travaux, on va dire 2 mois, 3 mois, mais dès que le bien est fini, dès que le chantier est fini, le bien il est vendu 15 jours, 30 jours, un mois après maximum. Alors qu'en France, c'est assez lent, tu vois. Tu vas acheter un bien, tu vas faire cette opération-là, tu vas dire voilà, je veux le revendre. Puis finalement, des fois après ça traîne, tu vois, 3 mois, 6 mois, 8 mois pour le revendre. Ici, c'est du tac au tac. Ça va très, très Surtout vite. si tu achètes dans la bonne zone. En plus, ce qui est bien, tu as dû le remarquer toi par rapport au chantier, il y a des zones qui ont des super emplacements. Tu prends par exemple Springs, tous ces coins-là. Pour les villas, ouais. Pour les villas, c'est super bien placé parce que c'est ancien, donc ils ont eu un des meilleurs plots, mais ça a pris un gros coup de vieux. Ouais, oui. T'as dû voir les villas, pourtant c'est Imar, mais les villas, moi j'en ai visité plein, il y en a plein, elles sont pas du tout au goût du jour. Mais tout comme Arabian Ranches aussi. D'ailleurs, il y a plusieurs secteurs, et puis au fur et à mesure, là, ils sont en train de faire la rénovation. Mais moi, si j'avais un conseil à donner, bien sûr. Je suis pas dans l'immobilier, mais moi je fais les travaux, je vois un peu où ça tourne. Si quelqu'un veut acheter quelque chose, veut faire ce qu'on appelle les opérations à court terme. C'est pas du long terme, mais c'est à court terme. C'est Marina, Downtown, Business Bay. Donc c'est plus appart, déjà. Oui. Pour les appartements, Marina, Downtown, Business Bay. Et après, pour les villas, c'est Springs. Ouais. C'est des villas qui ont très mal vieilli. Et l'emplacement il y a une très grande communauté européenne là-bas. C'est ça qui, justement, fait que c'est intéressant. Il y a une très grande communauté européenne. Et le truc, c'est que quand tu achètes un bien là-bas, tu le remets en vente. Tu fais une rénovation, tu le remets en vente. C'est pas un client qui va venir une fois de temps en temps pour voir, tiens, j'ai l'intention d'acheter un bien ou quoi que ce soit. Tu vas être débordé d'appels. Ouais, c'est la liste d'attente là-bas. En plus, surtout quand. Excuse-moi de te couper, et ça arrive même que tu aies des clients derrière, tellement ils veulent le bien, qui surenchérissent. Ouais, c'est vrai, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. En plus, comme tu as dit, c'est un point super important. Le fait qu'il y ait une grosse clientèle européenne, c'est des gens qui vont être sensibles
à la touche française Exactement. au niveau des travaux. Parce que moi, j'ai visité même des villas Emirates Hills qui coûtent des millions, mais le goût, c'est catastrophique. Après, les goûts, c'est compliqué, parce que c'est chacun ses goûts. Mais c'est clair que certaines personnes, certains Indiens, pakistanais, dans certains cas, ils n'ont pas du tout la même vision que nous. Du tout, d'ailleurs, j'en ai eu l'expérience, parce que là, j'ai aussi une personne avec qui je travaille qui fait du homestaging, et qui a des clients, si tu veux, justement sur Emirates Hills. Et donc, elle nous a appelé pour... la maison était en vente. Et donc, du coup, il y a des choses qui n'allaient pas parce que c'était de mauvais goût. Bon, des tableaux, des fournitures. Trop personnel. Voilà, trop personnel. Je me rappelle qu'il y avait un jeu toboggan, tout ça, là, tu sais, dans le jardin. Dans le jardin, il y avait des décorations qui étaient pas terribles. Il y avait, bien entendu, des carreaux de carrelage à reprendre, des joints à faire, des faux plafonds à reprendre, parce qu'ici, la grosse problématique sur Dubaï, c'est que la clim tourne 24 sur 24, et bien souvent, les gens ne font pas l'entretien assez régulièrement. Et le truc, c'est que tu te retrouves avec un plafond du jour au lendemain où tu as des fuites, et puis le plafond, il ne laisse pas de tomber, mais le placo, il est complètement pourri, ça fait des auréoles, il est complètement détérioré, quoi. Et sur ce chantier-là, justement, ce que tu dis là, c'est que malgré que c'était une maison, je vais te dire, même moi, quand j'ai su le prix, j'ai halluciné. On n'était pas loin des 100 millions de dirhams, 25 millions d'euros, je crois. Ouais. Après, Emirates Hills, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent. C'est pas un quartier forcément connu, puisque c'est un quartier ancien, historique. C'est Beverly Hills. Exactement. Il n'y a que des baraques de dingue. C'est des maisons à 20, 30, 40 millions d'euros, quoi. Et justement, dans cette maison-là, c'était de très mauvais goût, quoi. Là, tu vois, donc ça veut... Donc, sincèrement, Springs, on vous en reparlera, je pense, de manière plus précise. Après, tu as Lakes et Meadows. Après, on est sur des prix déjà plus élevés. C'est pas le même budget. Ouais, c'est pas le même budget. Mais dans les maisons, je vois bien. Surtout que Springs, c'est un quartier que je connais très, très bien. Donc, j'ai visité des dizaines de maisons. Je vois le côté, même si j'ai pas ton œil du tout, mais je rentre, faut pas être un expert pour voir que c'est vieillot et ça donne pas envie. Et j'ai des amis qui ont refait leur maison et c'est vrai que ça change du tout au tout. T'as même pas l'impression que c'est la même villa. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux approvals, c'est pour les major work. Ce qu'il y a de bien chez Spring, c'est que les maisons qui sont déjà construites, elles sont entre guillemets petites. Pourquoi ? Parce que tu as l'espace cuisine qui est très restreint. Tu as des salons qui sont assez petits, si tu veux. Et ce qui se passe et ce qui marche bien, c'est pour ça que c'est plus vendeur. C'est que, par exemple, si tu fais une rénovation là-bas, moi, ce que je conseille aux clients, c'est carrément de casser les cloisons, de faire une cuisine à l'américaine, en gros, si tu veux, une cuisine ouverte. Et là, automatiquement, tu gagnes de l'espace. Tu as une visibilité, tu as l'impression que c'est beaucoup plus grand, quoi. Ça donne une idée de grandeur, un ordre de grandeur où tu es là, tu te dis, c'est waouh. Par contre, tu n'as pas le droit de toucher à la façade, c'est ça ? La façade, si. Tu peux faire une baie vitrée, par exemple ? Oui, tu peux faire une baie vitrée. Okay. Y a une villa qu'on avait faite là où justement il y avait la cuisine qui était assez petite et entre la cuisine et le jardin, tu avais un petit genre de patio si tu veux. C'était pas énorme, mais bon, c'était déjà comment dire, de la. Un gain de place. Voilà. Tu gagnais si tu veux de la. Comment on dit ça ? Superficie. Tu gagnais de la superficie, désolé. Non, tranquille. Et le truc, c'est que on avait fait les approvals et oui, on a cassé. C'était un mur un peu en arche, là, en arche. Donc d'abord, on a fait expertise, on a expertisé, puis on a vu que c'était pas par rapport au plan fourni par la municipalité, que c'était pas des murs porteurs. Donc du coup, on a pu faire une ouverture. Et puis la baie vitrée existante, si tu veux, on a pu la faire venir plus vers le jardin, ce qui fait qu'on a gagné un peu de superficie. Et automatiquement, ça nous a permis d'avoir une cuisine beaucoup plus grande. Et donc, tout ça pour te dire que voilà, il y a beaucoup de solutions qui font que tu peux ramener une plus-value par rapport à toutes les autres villas qui sont juste à côté. Et il y en a plein qui les laissent. Moi, c'est ça que j'ai jamais compris. Je reviens sur le fait que j'en ai visité des. Même à La Palme, c'est un peu comme ça. C'est en train de changer dans certains coins. Mais il y a. Après, j'imagine peut-être parce qu'il y en a, ils ont une autre approche. Il y a des gens, peut-être, ils avaient énormément de cash. Ils sont pas là dans un suivi de façon, tu vois, vraiment précis des biens qu'ils ont acquéris dans leur portefeuille. Mais il y a des dizaines, voire des vingtaines de villas. T'as l'impression qu'elles sont laissées à l'abandon. Oui, des villas vides. Ouais, des villas vides. Elles sont laissées comme ça. Ou même certaines villas, elles sont louées. Mais le mec, il fait aucun effort. Parce qu'il se dit, ça se loue, il se prend pas la tête. Et elles sont laissées dans leur jus, mais elles sont vieilles. Disons que là-bas, vaut mieux acheter et rénover et mettre la maison à son goût que de la louer, quoi. Parce que même en location, c'est très rare d'avoir une maison, justement, où il y a eu ces travaux qui ont été faits. Et qui apporte justement tu fais la diff directement, une qualité de vie, du moins une qualité de vie dans la villa qui est beaucoup mieux que si tu te retrouves avec, comme je t'ai dit, c'est tout salon, petite. Mais il y a
Il y a pas mal à faire là-bas. Et dans les appartements, c'est quoi que la demande que tu as le plus? C'est salle de bain et cuisine? Ou les gens ils partent non, pour tout retaper? la majorité de ce qu'on nous demande, c'est en gros, c'est surtout souvent c'est la partie cuisine-salon, c'est-à-dire de casser un mur un peu en angle là, parce que bien souvent ce qu'ils font, c'est que c'est un mur, si tu veux, en angle. Une paroi, du moins une cloison en angle en parpaing. Et puis, face au salon, si tu veux, tu as une ouverture un peu comme un passe-plat. Et puis, bon, ça te permet d'avoir une visibilité sur le salon. Mais bon, c'est bizarre. C'est bizarre, quoi. C'était dans le jus à l'époque, mais maintenant, c'est fini. Donc, maintenant, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on casse justement ces cloisons-là, de telle façon qu'on ait une ouverture à l'américaine, une ouverture sur le salon. Et au niveau des salles de bain, souvent, on a la partie WC qui est séparée, si tu veux, de la partie douche. Donc, du coup, tu rentres, tu as les WC. Après, juste après, tu as une cloison avec une porte, et puis là, tu rentres dans la douche. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on casse cette cloison-là, et puis on se retrouve avec des salles de bain qui sont uniformes et qui sont beaucoup plus grandes, quoi. Ok. Ouais, non, mais c'est très, très intéressant parce que... Et pareil, même pour la marina, pour avoir fait pas mal de transactions, j'en avais même parlé une fois dans un vlog. Il y a plein de tours qui sont vieillottes, mais pour faire de la renta, elles sont top parce que l'emplacement, il est canon. Juste en face du métro. Ou alors, il y a des tours qui sont vieilles, qui ont pris un gros coup de vieux, mais qui ont des vues de dingue sur la marina. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et il y a des gens aussi qui nous demandent pour les locaux commerciaux. Je sais que tu en fais beaucoup. Ouais. Tu as fait même des endroits assez connus. On va taire leur nom, mais des endroits très réputés ici. Et c'est quoi en général, quand on t'appelle... À savoir que, bon, après, je crois que c'est le même principe en France ou pas? En France, quand tu te positionnes sur un local commercial, quand tu pars sur du neuf, il est livré brut de béton, pareil? Brut, pareil. Ouais. La différence qu'il y a avec la France, du moins, c'est que en France, on a des commerciaux, on va dire, pour la plupart, on va dire, qui sont expérimentés. Après, bon, a priori aussi, je pense qu'ils aiment leur métier. Et qui sont là pas essentiellement pour vendre le bien. Ils sont là pour le côté technique, pour conseiller le client, lui dire voilà, on a la possibilité de faire ci, on a la possibilité de faire ça. Extraction, donc ils sont là aussi pour assurer le client. Et puis selon le besoin du client, s'il veut faire un restaurant ou s'il veut faire, je sais pas moi, un coiffeur ou autre, il y a des normes qui sont des différentes. normes techniques qu'on doit avoir. Par exemple, dans le restaurant, je sais pas, on va faire un restaurant. Est-ce qu'il y a du gaz? Est-ce qu'il y a un système d'extraction? Donc le commercial va être là en France pour te dire écoute, là tu peux faire un restaurant dans la mesure il a fait sa petite enquête avant. Bon, on a le gaz qui est ici, on a l'extraction qui est là. Alors qu'ici à Dubaï, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais. À Dubaï, c'est moi le conseil que je donnerais à n'importe qui veut faire qui veut un investissement commercial dans un investissement commercial, que ce soit restaurant ou autre. Il faut dans un premier temps appeler une société comme la mienne. Donc nous, on vient. Selon le type de locaux, on fait notre rendez-vous. Une fois qu'on est arrivé sur place, voilà, le client va nous dire voilà, moi je vais faire un restaurant. Donc nous, on va vérifier au préalable, on va checker. Mais ça, c'est tout à fait gratuit. Moi, ça me prend 10 minutes, j'y vais, je regarde, je donne conseil au client, ça me fait plaisier. J'aime bien mon métier. Quoi. Et du coup, on est là pour leur dire attention. Vous allez prendre le local commercial, mais il n'y a pas de gaz. Si vous voulez faire du gaz, si vous voulez poser le gaz, il faut aller voir où est-ce qu'on peut le récupérer. Parce que, là, un exemple, on a fait un restaurant il n'y a pas longtemps. Justement, on avait besoin de le commercial. Oui, non, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire un resto. Oui, juste pour faire la vente, quoi. L'autorisation du propriétaire et tout. Ok, ouais, ils ont eu l'autorisation du propriétaire. Ils louaient, c'était de la loc. Ah, c'était de la loc, ouais. Ouais, de la loc. Et le truc, c'est que le jour J, le client nous appelle. Nous, on ne connaissait pas du tout. Il nous appelle, il nous dit voilà, je voudrais faire un restaurant. Je dis ok. On se donne rendez-vous, on arrive sur place. Et première chose que je demande au client, parce que c'était un local brut, il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien du tout. Il y avait tout à faire, quoi, du sol au plafond, quoi. Même la chape, au niveau du sol, il n'y avait que la dalle, quoi. Donc, première chose que je dis au client, je dis ok, d'accord, au resto. Je dis où le gaz? Ah, je sais pas. Ah bon. Ok. Extraction, il n'y a pas d'extraction? Non, je sais pas. Ah ouais. Et de là, j'ai dit, mais s'il n'y a pas. Dans quoi tu t'es aventuré là? Voilà, faut bien aller chercher ça quelque part. Qu'est-ce qu'il vous a dit le commercial? Il nous a rien dit, il nous a juste dit qu'on pouvait faire un restaurant. Donc nous, on s'est dit, bon, on fait confiance, quoi, il n'y a pas de souci. De là, on est parti voir souvent les gars du building management. On appelle ça ici building management, ceux qui s'occupent de tous les divers problèmes.
On est parti les voir et on leur a dit, bon voilà, nous, mon client a l'intention de faire un restaurant. Où est-ce qu'on va chercher le gaz? Vous avez les plans du bâtiment et tout. Où est-ce qu'on doit aller récupérer le gaz et où est-ce qu'on doit récupérer l'extraction? Eh bien, c'était bien parti parce que l'immeuble fait 10 étages. Et le seul endroit où on pouvait récupérer l'extraction et le gaz, c'était 10 étages plus haut. Ah ouais. Donc, je t'explique pas l'ardoise pour le client, parce que ça, c'était pas prévu dans son budget. Et du coup, ben, on a fait les travaux, hein, mais il a eu... Ça peut te chambouler tout ton... Ça, tu pars à cloche-pied, là, direct. Exactement. Tu tires une balle dans le pied. Ouais. Et là, à l'instar de la France, la problématique, c'est que ici, quand il y a un commercial qui nous propose un local commercial, on se dit, c'est son job. Le gars, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans qu'il fait ça. Il a déjà eu ce genre de problème, donc il n'y a pas de souci. Il sera là pour nous épauler, quoi. Mais ici, comme d'hab, c'est la... Perso, ils s'en foutent, quoi. Ouais. Tu dis, ouais, ok, d'accord. Il veut juste faire sa vente. Tant que le propriétaire il est ok, ça s'arrête là, quoi. Ils disent oui à tout. On va leur dire la vérité. Juste avant qu'on fasse ce petit podcast qui n'était pas prévu. Encore merci, Sharif. Il n'y a pas de souci. On est monté regarder un bureau. Sharif m'expliquait un petit peu comment on peut répartir certaines pièces. C'est une sorte d'open space. Et l'agent qui était là, qui représentait la propriétaire du bureau, disait oui à tout. Mais moi, j'ai vu dans ses yeux qu'il n'avait rien compris. Je sais pas si tu as remarqué. Exactement. Même toi, après, tu m'as dit, lui, il va falloir lui faire un dessin, un vrai croquis. Ah, mais il faut qu'il comprenne vraiment bien, quoi. Et alors qu'en plus, c'est des trucs importants. C'est lié à la sécurité, incendie, etc. Ce qu'on appelle DCD, c'est Dubai Civil Defense. Le local, je prends derrière toi. Le local, il est vide, mais il est d'une seule partie. Il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a rien du tout. Et en plafond, si tu veux, tu as les détecteurs de fumée. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un seul parce qu'il n'y a qu'une grande pièce. Et il y a quelques sprinklers. Les sprinklers, c'est ce qui se déclenche quand il y a le feu. Si tu veux, qui envoie l'eau, là. Ça déclenche l'eau au bout d'une certaine température, il se déclenche. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où on va faire du cloisonnement, automatiquement, chaque pièce qui va être fermée, parce qu'elle est fermée du sol au plafond, il lui faut un détecteur de fumée et un sprinkler. Donc, comme on a vu, si tu veux, le layout, c'est-à-dire la disposition des pièces que tu veux faire, je t'ai soulevé que il va manquer deux détecteurs de fumée et il y aura des modifications à faire sur les sprinklers. Ce qui renvoie l'eau. Or, toi, je ne sais pas si tu as le budget ou pas, mais moi, normalement, tu as le budget pour faire ton idée première, c'est-à-dire de faire un local, faire des cloisons et tout, mais tu n'avais peut-être pas le budget derrière s'il y a des travaux à faire, c'est-à-dire qu'il faut faire les modifications pour les sprinklers et c'est pas ce qui coûte pour les détecteurs de fumée, mais c'est surtout le travail de sprinkler, parce que derrière ça, maintenant, il va falloir faire un approval. Et cet approval-là, il a un coût. Il a un coût, en plus, surtout, il peut prendre du temps. Il y a l'approval, et après, il y a le temps, et il y a aussi le coût des travaux. Parce que c'est une société spécialisée qui va faire, nous on s'en occupe, mais c'est pas nous qui faisons les travaux pour ça, pour les sprinklers et tout, mais on aiguille comme je fais avec toi, tu vois, il y a telle problématique, t'inquiète pas, on connaît des sociétés, on va les démarcher. C'est un accompagnement total, tu laisses pas les mecs en bord de route. Exactement. Et le truc, c'est que, comme on disait juste avant, il y a des gens qui viennent là, qui voient un local, ok, il me plaît, et puis au final, ils se font un ordre de prix, donc ils vont faire un appel à un entrepreneur comme moi. Ils vont dire voilà, fais-moi un devis, donc le devis va être fait. Sauf que une fois que le chantier démarre, il y a ça, mais ça c'est pas nous, ça c'est une autre boîte, c'est pas notre domaine de métier. Donc ici, c'est pas méchant, mais il y a quand même une incompétence. Dubaï, moi j'appellerais ça perso, plus dans un premier temps du je veux vendre à tout prix, c'est ça, que de l'incompétence, parce que ils ont forcément déjà eu affaire à ce problème, à cette problématique. Et c'est juste qu'ils veulent. Ils tournent la tête, quoi. Ils pensent à leur vente. La commission. Ouais, c'est ça. Ouais, on l'a même, nous, dans l'IMO aussi, on l'a beaucoup. Hein. Les mecs, ils vendent et ils disent oui à tout. Tu vois, ils ont tendance à dire oui. Après, le mec, il se retrouve, il est un peu perdu, il est un peu paumé. En plus, si tu rajoutes à ça la barrière de la langue, alors là, c'est le mec, plus le stress lié à un nouveau business, plus le stress parfois lié à une nouvelle expatriation. Tu as dû en voir, c'est des mecs qui viennent d'arriver, ils se lancent directement sur un commerce. Moi, j'en connais personnellement, les pauvres, c'est pas pour vous freiner, hein, ceux qui ont un truc bien ficelé. Je pense que si tu fais les choses dans l'ordre et par étapes, comme d'hab, sans brûler des étapes, tu peux y arriver. J'ai vu des mecs investir des sommes énormes quand même et se planter. Ça fait mal au cœur, hein, tu vois, ça fait chier, d'autant plus qu'en plus, en tant que Français. Moi, parce que je pense qu'en amont, il n'y a pas eu assez de préparation, quoi. Ouais, c'est un peu trop. C'est-à-dire que nous, on est nés en France. On a l'habitude de la France, et même moi, dans le domaine du bâtiment, j'avais l'habitude de travailler à la française. Ouais. Je ne parle pas des travaux en eux-mêmes, parce que, mis à part quelques normes, entre ici et Dubaï, c'est quasiment la même chose. Mais la préparation, c'est pas la même.
Et la problématique, c'est qu'ici à Dubaï, il y a des gens qui viennent et qui se disent, c'est comme en France. Ouais. Parce qu'ils ont pas, nous les Français, Ouais, t'as une on a habitude. l'habitude de s'expatrier comme ça du jour au lendemain. Et c'est vrai que Dubaï, c'est une destination maintenant qui est très, très prisée. Et il y a beaucoup de gens qui veulent changer leur vie du tout au tout, qui se disent, bon allez, c'est bon, j'arrête. Ça m'a je saoulé. quitte la France et je prends mon... J'ai mis, je sais pas, j'ai mis de l'argent de côté, je vais aller à Dubaï et puis je vais me lancer j'ai une idée bien précise. Parce qu'il y a aussi, faut dire que les Français sont bien appréciés, comment dire, sur Dubaï. Et il y a, ne serait-ce que par exemple pour le restaurant, il y a tout type de nourriture. Après, la nourriture française, tu vois, même pour les expatriés, tu vois, les gens ils se disent, bon, je vais ouvrir un salon de beauté parce que j'ai plus d'expérience, je vais ouvrir un restaurant parce que je vais fournir, du moins, je vais vendre de la nourriture française, ça va rappeler aux expatriés, voilà, un petit bout de la France à Dubaï, quoi. Et la problématique, c'est que venir avec de l'argent, c'est bien. Mais l'argent, il faut aussi venir avec une somme qui est quand même raisonnable. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est de ne pas venir s'installer sur Dubaï avec, par exemple, genre, je sais pas, tu viens avec 100 000 euros. Et tu veux lancer une affaire. Mais tu sais que une fois que tu as ton business que tu veux monter, il va te coûter, faut qu'il te coûte 100 000 euros. C'est-à-dire, s'il coûte 120 000, tu fais comment? C'est un suicide, là. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici sur Dubaï, qui viennent avec un certain budget et qui se retrouvent vite dépassés parce que ils font une estimation personnelle. Voilà, moi j'ai 100 000, je vais ouvrir tel business. Sauf que quand tu viens à Dubaï, c'est pas toi qui vas décider de combien tu vas payer. Exactement, c'est bien dit ça. Quand tu viens à Dubaï, et tu vas avoir des travaux. Les gens, souvent la problématique, c'est qu'ils se disent, voilà, je vais louer le local. Le local, ils regardent un peu sur Dubizzle ou les autres. Ils disent, voilà, ça va me coûter à peu près tant le local, j'ai tel budget pour le local. Derrière ça, ils vont dire, les travaux, je vais faire les travaux, je vais pas faire les trucs de ouf au début non plus, parce que une fois que je vais être rentable, là, je vais améliorer. 2-3 ans, je vais réinvestir pour justement améliorer le business. Mais ils négligent, je pense, à mon avis, totalement tout ce qui est à côté, c'est-à-dire tous les faux frais. C'est-à-dire que quand tu vas prendre un local, par exemple, ils vont regarder que le prix du loyer. Mais derrière, tu as la commission d'agence. Derrière, tu vas payer le déposit. Et il y en a un troisième, c'est... attends, tu as les frais d'agence, le déposit. T'as quoi d'autre? Locaux commerciaux. À savoir que les frais d'agence sont plus élevés pour le commercial que pour le résidentiel. Ils sont plus, Donc, attends, tu as les frais d'agence, tu as les frais pour le... Après, il n'y a pas quelque chose justement à payer à Baladia. Et le déposit. Ouais, on l'a dit. Attends, c'est frais d'agence, security deposit. Donc, que tu donnes au propriétaire, c'est la caution, quoi, en gros. Et la caution. Ouais. Non, mais la caution, c'est security deposit. Ah oui, non. Donc, attends, frais d'agence, qui sont de 10%. Ouais. Security deposit. 10% pour les professionnels. Ouais. Et après, 5% pour les particuliers. Ouais. Et après, ça dépend du proprio. Il y a des proprios qui demandent 2 mois, security deposit, et des proprios qui demandent 1 seul mois. Donc après, autant pour moi, non, mais c'est déjà. Je sais pas pourquoi, il y a eu un cas, je crois, il y avait un troisième truc, je sais plus c'est quoi. Mais ça chiffre. Voilà, donc ça chiffre. Derrière ça, s'il y a des approvals à faire, il va falloir déjà payer pour la société, parce que moi je fais les approvals. Donc moi, je vais facturer pour faire ces approvals, parce que il faut faire des plans, il y a technique, il y a tout un. Aller voir les différents. T'arrives pas comme ça, comme dans un saloon, il y a lui qui veut ouvrir. Il y a moi déjà qui vais facturer toute la partie approval. Et derrière ça, il y a aussi les organismes gouvernementaux qu'il faut régler aussi. Parce qu'il n'y a pas d'impôt à Dubaï. Mais il y a plein de petites choses, ouais, bien sûr. Les fees, knowledge fees, des petits trucs comme ça. Et mis bout à bout, des fois, tu vois le chiffre, tu te dis, mais ça a un coût quand même. Ouais. Et par rapport à ça, ce qu'on disait par rapport à la préparation, il y a tout un tas de petites dépenses, même si elles sont petites, mais quand tu les rajoutes, comme je t'ai dit, bout à bout, tu arrives à une belle somme. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas venir à Dubaï avec une idée arrêtée en se disant, moi j'ai tant d'argent, je vais faire ça. Il faut analyser, faut venir parler aux bonnes personnes. C'est comme quand tu fais de la réno. Quand tu fais de la réno, des fois ça se passe super bien parce qu'il n'y a pas de problème technique. Mais des fois, par exemple, tu casses la salle de la baignoire. Moi, je suis pas devin, je peux pas voir ce qu'il y a en dessous de la baignoire. Mais quand tu lèves la baignoire, après, une fois que tu as démonté... surprise, Kinder Surprise. Là, les faux plafonds, c'est pareil. La climatisation, bien souvent, tu as l'unité de climatisation. Après, tu as tout le réseau d'eau glacée. Là, quand c'est des réseaux d'eau glacée, ça, c'est calorifugé.
Donc souvent, ce qu'ils font ici, c'est que normalement, bon, ce qu'on fait en France, nous, c'est qu'on met des coquilles, c'est du calorifuge en mousse, avec une certaine épaisseur pour éviter qu'il y ait un choc thermique entre le tube et l'air ambiant. Ce qui fait que dès qu'à partir du moment où le tube, qui est un réseau d'eau glacée, il a une certaine température qui est très basse, il est en contact avec l'air ambiant, ben, ça crée de l'humidité. Cette humidité-là, ben, ça fait que ça ruisselle, et puis ben, tu te retrouves avec, au bout de je sais pas moi, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, avec le plafond qui est complètement envahi d'eau. Et nous, à 95% du temps, ben, quand on a affaire à ce genre de choses, eh ben, on vient et puis on constate que ben, à ce niveau-là, ça fuit. Pourquoi? Parce que sur tel tronçon, ben, les gars, au lieu de couper proprement et de rajouter du calorifuge et puis de isoler ça, ben, ils prennent tu sais, les adhésifs d'électriciens. Ouais. Ils enroulent ça, bon, pour eux, ça, c'est réparé. Donc quand ils partent de là, ben, le client, alors c'est bon, oui, c'est bon, c'est réparé. Sauf que 2 semaines après, le client, il une question de temps. Ils n'ont rien fait, quoi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bah, bien analysé. Encore une fois, on vous noircit pas le tableau, au contraire. Non. On vous donne toutes les clés pour pouvoir avancer. Parce qu'après, il y a aussi des success stories, comme on dit. Il y a des gens qui ont fait les choses en bon ordre, en bonne et due forme, et ça cartonne pour eux. Et parce qu'ils étaient préparés, ils sont bien préparés au préalable. Ouais. Et ici, pour moi, la devise à Dubaï, il faut. Je dis pas que c'est impératif. Bon, je dis que c'est impératif. C'est qu'il faut pas se précipiter. Pas brûler les étapes. Pas brûler les étapes. Il faut faire un plan d'attaque. Là, on se dit, voilà, je veux faire un local. De quoi j'ai besoin? Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a des choses que je ne sais pas? Même à titre gracieux, tu appelles un professionnel, un contracteur, tu dis, voilà, moi, je vais faire ça, 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 ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, tu as oublié les approvals, tu as oublié ci, tu as oublié ça. Et ça, après, ok, combien ça coûte? Il faut très, 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 très bien ficeler son budget dès le départ. Et les approvals, on est d'accord, bon, c'est une question un peu... Je pense que c'est un peu bateau, mais on est d'accord que tout ce qui est approval, tu fais la demande. Après, là, on ne parle pas sur une optique quelqu'un qui achète un local commercial. On part sur l'optique quelqu'un qui loue. Donc, tu dois d'abord louer, avoir ton contrat de location, l'IJARI, et ensuite, tu fais toutes les demandes. C'est ça, on est d'accord? Ouais. D'accord. Ah ouais, donc c'est vrai que si tu n'es pas prêt... Même ça, il faut le garder en tête, parce que tu peux commencer à payer le loyer et tu t'ouvres pas. Parce qu'après, tu es pris au piège. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est au préalable de visiter des locaux. D'accord? Si il n'y a pas besoin de quelque chose de spécifique au niveau technique, il n'y a pas de souci. Hein. Genre, je sais pas, moi, tu veux faire un bureau, pas un bureau de tabac, mais tu veux faire un bureau comme celui-ci, tu n'as pas besoin d'eau, tu n'as pas besoin de... Tu vois ce que je veux dire, tu n'as rien de spécifique. Par contre, tu veux faire un restaurant, tu as besoin de gaz ou autre. Toujours checker ça. Et il faut impérativement, si tu veux, avant de prendre quelques décisions que ce soit, contacte un professionnel, dis-lui, voilà, est-ce qu'on pourrait se voir à tel endroit? J'ai un projet, je veux avoir l'avis d'un expert. Est-ce qu'on pourrait se donner rendez-vous à titre gracieux? Vous venez, vous regardez. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues, que vous verrez. Parce que je ne veux pas, moi, m'engager, commencer à... Après, une fois que tu as signé, tu es parti. C'est mort. S'il y a des choses comme ça, ce qui se passe, c'est que moi, les gens, ils m'appellent et me disent, voilà, j'ai l'intention de faire, je sais pas, un restaurant sushi, j'ai l'intention de faire ça, de faire ci, de faire ça. Et de là, ils me contactent. Moi, j'arrive, je regarde. Voilà, vous voulez quoi? Alors, je veux ça, je regarde, ok. Tous les éléments sont là, ok, ouais, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais toi, t'as une fourchette ou c'est vraiment au bon... Ouais, j'imagine que ça reste au bon vouloir des institutions. Mais parce que moi, je te dis ça parce que j'ai une amie, la pauvre, ça remonte à quelques années, elle voulait faire une école avec son mari. C'était une école allemande, je me souviens. Et ils avaient loué une villa sur Al-Wassel, très très chère, parce qu'ils avaient un espace énorme, tu vois. C'était un peu Montessori, tout ça. Il y avait beaucoup d'espace extérieur et tout, bref. Et je sais qu'elle est restée 6 mois. Elle avait payé 6 mois de loyer. Enfin, elle a payé l'année complète, mais au bout de 6 mois, elle était toujours pas ouverte. Ouais. Donc, il n'y a même pas, toi, au préalable, avec l'expérience que tu as, ma tante, tu peux donner une fourchette ou non? C'est vraiment... Alors, bon vouloir. Moi, si tu veux, par expérience, parce que bon, au tout début, j'étais comme tout le monde. Moi, je suis arrivé ici et puis... T'as appris j'ai appris au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Maintenant, je suis vraiment bien calé par rapport à ça. J'ai appris qu'il ne faut pas jeter de la poudre aux yeux au client et de lui dire, voilà, il y en a pour combien de temps. Moi, en tout cas, pour ma part, les travaux, oui, je dis... Voilà, parce que tu maîtrises. Ça dépend de moi, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est approval, non,
Je donne pas de date. Mm. La moyenne, on va se baser sur une moyenne, allez, entre 3 semaines et un mois et demi. Ouais, c'est une fourchette. C'est une fourchette. Mais oui, il y a eu des approvals qui ont duré beaucoup plus longtemps que ça parce que il y avait des problèmes déjà dans le dossier. Voilà. Parce que quand tu fais ta soumission, automatiquement, c'est lu et analysé par les gens qui sont justement dans ces institutions. Et tu peux avoir des retours, tu peux avoir des commentaires. Donc, ils vont te renvoyer un mail en te disant, voilà, donc on a tout checké, on a tout vérifié. Par contre, on a une question là-dessus, on a une question là-dessus. Il faut être réactif en plus si tu laisses traîner. Voilà. Donc, une fois qu'ils vont te l'envoyer, donc toi, bien entendu, tu dois répondre. Mais entre le moment où tu fais ta première soumission, tu as un commentaire. Ça part en match de tennis, là. Donc, moi, je vais dire au client, voilà, il en a pour un mois, alors que finalement, il en aura eu pour un mois et demi, 2 mois. Mm. Donc, c'est pour ça que moi, je vais être le plus clair possible avec le client, lui montrer vraiment la réalité des choses. Et voilà, sur ce que je maîtrise, moi, je peux donner des dates, je peux donner des délais, il n'y a aucun souci. Sur ce que je ne maîtrise pas, parce que bien entendu, la partie où, quand on fait l'approval, la partie qu'on doit envoyer pour l'approval, ça, on la maîtrise parce que voilà, on sait qu'on va faire les plans en temps de temps, on sait que voilà, et après on met en ligne, on leur envoie, ça, on le maîtrise. Mais le temps de réponse, ouais, c'est pas dans tes mains. Je ne peux pas te dire. Tout ce qui est lié à ton travail et à ce que ta boîte fournit, tu donnes des délais bien précis. C'est logique. Oui, parce que quand tu envoies ton approval auprès de l'organisme, lui, à partir du moment où tu vas commencer avec toi, mettons, tu es mon client, tu me dis voilà, je vais faire un approval et tout, je vais dire ok. Donc, ok, on se lance pour l'approval. Mais avant ça, en amont aussi, moi, il faut que le propriétaire des lieux me donne l'accord. Donc, il va me faire ce qu'on appelle une NOC. Cette NOC-là, s'il faut, des fois, le propriétaire, il est réactif de suite. Parfois, des fois, il est à l'étranger. 1 mois, 2 mois. Ou alors, tu as le propriétaire qui a laissé ça en Power of attorney. Voilà, au commercial ou autre. Procuration. En procuration au commercial. Et puis, le commercial, lui, il a d'autres choses à faire. Il visite d'autres biens et tout. Il dira, il va se dire, je répondrai quand j'aurai le temps. Donc, il y a ça. Il y a... c'est toi qui dois... En tant que tenant, c'est toi qui dois me faire l'approval. Donc, ça, pour toi, c'est pour ton projet. Donc, tu es assez réactif. Et il y a d'autres parties, si tu veux, qui sont plus ou moins réactives ou pas, quoi. Ça ne dépend pas que de municipalité. Tu as plein d'éléments qui peuvent ralentir le process. Oui. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu fais ta demande auprès de municipalité, eux, ils vont t'accepter. Mais derrière, par exemple, tu as peut-être besoin de faire Dubai DCD. DCD, ils vont être peut-être moins réactifs. Tu as d'autres organismes, si tu veux, qui vont prendre un peu plus de temps aussi, quoi. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui me dit « Ouais, moi, je maîtrise parfaitement les approvals par rapport au délai », je ne sais pas comment il fait. Ah, c'est du vent, quoi. Il y a de grandes chances soit du vent. C'est du doux. Ouais. Tu sais que dans la moyenne ici, quand tu fais, après, tout dépend ce que tu veux faire, mais quand tu fais un projet, moi des fois, j'ai des gens qui me disent voilà, moi j'ai l'intention je sais pas moi, d'ouvrir une salle de sport, j'ai l'intention d'ouvrir un barbershop, j'ai l'intention d'ouvrir tel ou tel commerce. Par contre, ils sont arrivés, ils ont loué le local. Et ils te disent, par exemple, là, on est au mois d'août, il va te dire fin septembre, il faut que je sois ouvert. Ah, c'est de la science-fiction. Le client, je lui dis non. Ah si, il faut que ce soit ouvert fin septembre. Je dis non, mais c'est pas toi qui décides. Donc, si moi, tu me laisses le temps d'analyser ça et te donner une date butoir, c'est-à-dire qu'avec mes estimations, je vais dire voilà, moi, ne table pas sur fin septembre, table plutôt sur fin novembre, fin décembre. On est sur des délais qui sont beaucoup plus réalistes. Et comme je te disais tout à l'heure, les gens veulent aller trop vite. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à partir du moment où tu poses ton loyer, tu commences à payer, le local il est vide, et tu commences dès le départ, tous les mois, tu payes un loyer qui n'est pas rentable. Mais après, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que quand ici, ils savent très bien que, justement, comme ils savent qu'il y a un certain délai... donne la grâce, non? Voilà, pour faire des travaux, tu peux toujours négocier 2, 3, jusqu'à 4 mois de... pas mal. Oui, moi, j'avais déjà vu 2 mois de grace période. Jusqu'à 4 mois de loyer gratuit. Quoi. Ok. Gratuit, c'est-à-dire... non, c'est pas gratuit. C'est juste décalé, quoi. En gros, au lieu de payer ton loyer sur 12 mois, par exemple, si tu donnes 4 mois, tu vas payer ton loyer sur 16 mois. C'est-à-dire qu'il te réclamera de payer l'année d'après que 16 mois après. Quoi. Ouais, ça te permet de commencer les travaux sans avoir sorti des sous. Justement, ils savent qu'il y a cette problématique, donc ils sont compatissants avec ça, on va dire. Et vu que toi, tu es en contact avec plein de personnes qui ont loué des commerces, bon, dans le pire des cas, parce que je me suis posé cette question parce que j'ai déjà vu ce cas de figure-là,
Une personne qui prend un local commercial à la location Shell & Corse, donc brut de béton. Ouais, brut de béton. Il lance son projet, il fait les travaux. Malheureusement, ça ne marche pas au bout de la 2e année. Il se tire. Tu es d'accord avec moi qu'il ne remet pas le commerce dans l'état dans lequel il a pris. Il ne le remet pas en Shell & Corse. Il se casse, lui, avec ses meubles, avec, on va dire, je sais pas moi, le mec, il a fait un barbershop. Il revend les sièges, il revend ses miroirs, il revend tout. Il essaye de récupérer ce qu'il peut récupérer. La fin de son bail arrive et il part. T'es d'accord là-dessus? T'es en train de me dire quoi? Que finalement, il faut qu'il recasse tout, qu'il le remette dans l'état où il l'a trouvé? Justement, parce qu'une fois, j'ai eu une conversation avec un client et je lui ai dit que paradoxalement, il y a plein de gens qui ne pensent pas forcément à l'investissement commercial à Dubaï. Là, je ne parle même pas de quelqu'un qui veut développer une activité. C'est un investisseur pur. Peut-être parfois, il n'habite même pas à Dubaï. Tu vois, il est en France, il est en Suisse, il est en Belgique. Il veut investir des sous. Et à la différence d'un appartement ou d'une villa, j'ai l'impression que les locaux commerciaux, tu les récupères dans un meilleur état dans lequel toi, tu les as achetés. Je te dis ça parce qu'une fois, j'ai un client qui est en Algérie, un Algérien. Il a acheté un local commercial à City Walk. Ouais. Il l'a acheté très cher. Ouais, mais City Walk, déjà, tu vois le quartier. Ouais, voilà. C'est comme si tu me disais. C'est clair. Ou... Tu vois, mais au final, lui, il l'a acheté brut de béton. Il voulait développer une activité. Son fils voulait développer une activité. Ils n'avaient pas le temps, ils ne pouvaient pas venir tout de suite. Ils ont été retardés, donc ils l'ont mis à louer. Malheureusement, il y a eu deux locataires qui se sont succédés. Et lui, si tu veux, il a récupéré un local commercial flambant neuf, quoi. Ça veut dire son locataire lui a fait les travaux, quoi. Oui. Donc alors que souvent, un appartement, c'est le contraire. Tu l'achètes et quand ton locataire te le rend, en général, il est dans un moins bon état. Donc ouais, je dis ça, cette petite parenthèse pour dire qu'il ne faut pas du tout négliger l'investissement sur les locaux commerciaux. Ça marche plutôt bien à Dubaï. Non, ça marche. Ouais. Les gens, il y a une grande... les gens sont très portés sur l'entrepreneuriat. Toutes les nationalités confondues. Hein. Les gens, ça monte des restaurants. Tu prends l'avenue de Jumeirah, tous les 3 mois, il y a un truc qui ouvre, un truc qui ferme. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, donc voilà. Après, moi, pour ma petite expérience, si tu veux venir ouvrir sur Dubaï un business dans la restauration, c'est compliqué. Hein. Fais très très attention. Parce que non, c'est dur. Si tu comptes sur le French Touch, sandwicherie, kebab et tout ça, faut oublier. Sincèrement, on en a déjà parlé, on avait fait un podcast. Franchement, toi comme moi, de temps en temps, c'est vrai qu'on se dit, tiens, un manque. Mais c'est quoi? C'est 2 fois dans l'année, 3 fois. Ouais, c'est ça le truc. C'est pas suffisant et la communauté française, elle est pas assez puissante. Et le souci, c'est que de ce qu'on connaît de la France, après la France, comme tu as dit, c'est une très grande réputation, mais soit c'est des trucs très pointus. Dans les hôtels. Ouais, hôtels ou restaurants avec pâtisserie fine et encore. Le problème, c'est que tu vas te retrouver en concurrence avec d'autres marques françaises qui t'écrasent. C'est-à-dire la durée et compagnie. Même la pâtisserie fine, maintenant, même, on va dire, les autres, quoi, les Indiens, les Pakistanais, les autres nationalités, la pâtisserie française... Ah non, mais ça leur passe au-dessus de la tête. J'ai parlé une fois dans un podcast. Que j'avais fait une transaction il y a quelques années, une boulangerie. Et le mec était sûr de son coup. Je lui dis, fais gaffe, de ma petite expérience, moi je suis obligé de dire la vérité. Même si je veux pas me bousiller une vente, le mec, tu vas pas l'envoyer dans le mur non plus. Je lui dis, sache que ça peut marcher, je vais pas te noircir le tableau, mais il n'y a pas du tout la mentalité comme en France, tout le monde le matin va prendre sa viennoiserie. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un marcher avec une baguette dans Dubaï, tu vois. C'est clair. Et ça a plus ou moins bien marché son truc, mais il est parti sur un truc qui n'a rien à voir avec la boulangerie française, et il fait du catering pour les anniversaires dans les baraques. Ça marche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... C'est un traiteur, quoi. Voilà. Il n'y a pas du tout les mêmes habitudes alimentaires que chez nous. C'est pas la même chose. Et de manière générale, la restauration à Dubaï, c'est très dur. Vous allez vous retrouver en concurrence avec le monde entier. Et il y a beaucoup... C'est très, très, très concurrentiel. Faites très attention, à moins de faire de la haute gastronomie française. Exactement. Là, et encore, même l'emplacement, ça dépend. Pareil, il faut aller peut-être à DFC, c'est des loyers. C'est là que tu vas retrouver des restaurants, la petite maison et tout. Et faites gaffe. Même moi, la restauration, c'est pas quelque chose que je... Ou alors, moi, ce que je conseille souvent, c'est pas de viser les quartiers trop connus. Tu fais un petit truc français, un petit salon de thé à Silicon Oasis, dans des coins là où tu vas commencer à avoir une clientèle de quartier. Tu sais, où les mecs, après la journée de boulot, ils vont se voir en bas comme les mecs qui descendent au café. Et petit à petit, tu te fais une clientèle avec un loyer qui est pas trop élevé. Mais si tu veux attaquer les grosses artères, Gibillard et compagnie, tu te tires 4 balles dans le pied. Non, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, moi, ce que je me dis, c'est que, et moi, ça, j'en suis persuadé, c'est que si tu viens ici pour un investissement, que ce soit à court ou long terme, je pense que faut passer
plus sur le côté flip, c'est-à-dire t'achètes, tu retapes, tu Voilà, revends. voilà, ouais, d'accord. Tu te casses beaucoup moins la tête. Ah, Faut faire sur du long terme, bah, t'achètes, tu retapes, tu mets en Airbnb ou tu fais ce que tu veux. Tu vois. Comme Ça marche bien en plus. T'as des loyers qui sont récurrents. Et en plus, c'est vendeur, hein, parce que c'est pas les taux d'occupation, c'est pas comme en France. Tu vois, en plus, il n'y a pas de problème de syndic. Tu peux, voilà. ton appartement, tu peux le sur Airbnb toute l'année. Ouais, ici, c'est le turnover. Et après, ben, si tu veux faire l'investissement à court terme, t'achètes, tu retapes, tu revends. Quoi. Parce que franchement, le domaine des commerciaux et locaux, tout ça. Ah, toi, t'en as vu plein. Je suis sûr qu'il y en a plein. Et malheureusement, ils ont dû regretter leur choix. C'est un casse-tête. Après, non, ça marche. Hein. Mais moi, perso, tu te tracasses beaucoup moins la tête si tu fais du flip. T'achètes, tu retapes, tu revends. C'est à court terme. C'est sur 3-4 mois, tu fais les travaux, tac, tu prends ta plus-value, ciao. T'en fais comme ça 2, 3, 4 dans l'année. Pas d'impôt. Ouais. En plus, bizarrement, Dubaï, c'est concurrentiel dans plein de domaines. Et bon, je le vois de plus en plus, mais ce type d'investissement, par rapport à la masse d'investisseurs qu'il y a, c'est pas encore ce qu'il y a de plus développé. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, il y a encore plein de baraques, elles sont laissées comme elles sont. Ah non, mais les gens, il y a une grosse marge de progression encore. Il y a encore beaucoup de coups à faire. Même, on va se dire, voilà, Dubaï, c'est tout neuf. Ça vient d'être fait, là, à l'instant, là, ça y est. Dubaï, il n'y a pas d'anciens, il n'y a rien du tout. Dans 5, 6, 7 ans. Ouais, c'est le parc immobilier. Il y aura toujours de la rénovation. Parce que déjà, les goûts changent. Donc, comment dire, les goûts changent. Et puis, en plus de ça, tu as envie de renouveau. Tu vois, bien sûr, c'est comme en France. Au bout de 4-5 ans, tu as 10 ans, la cuisine ne te plaît plus. Et Dubaï, c'est tellement grand, il y a tellement de logements ici que il y a un grand turnover au niveau des travaux. Quoi. Ça n'arrête pas. Quoi. Bon, bah super. Il y aura toujours quelque chose à faire ici. Ah, bah super. Après, pour clôturer, mon dernier conseil, c'est bien de faire un business, comment dire, prendre un local et puis être, comment dire, restaurateur ou autre. Mais il faut très bien ficeler son projet. Et avoir aussi, sur le plan financier, je ne vais pas dire être large, mais pallier à penser aux à côté. Problème. Genre, tu veux investir 100 000, tu sais que voilà, ton projet, tu te dis, voilà, moi, mon projet, je pense que ça va me coûter 100 000, mais 120, 130, 140 de côté. Et prépare-toi. Voilà, parce que si tu fous toutes tes billes dès le départ, comme ça, dans ton projet, et que finalement, comme je t'ai dit, tu as des coûts qui viennent se greffer comme ça sur des trucs que tu ne maîtrisais pas, et que tu as, je sais pas moi, 10, 20, 30, 40 000 euros en plus de frais à payer, bah, tu risques peut-être tout simplement de tout perdre. Ah, c'est flippant. Et tu vas te dire, je suis venu, j'ai posé 100 000, je n'avais pas les fonds nécessaires parce qu'arrivé un moment, bah, quand il n'y a plus de fonds, il n'y a plus de fonds. Donc pensez toujours large. Je ne dis pas de venir avec 500 000 euros. Tout dépend du projet que tu veux faire. Sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu sais que voilà, tu as un projet, tu estimes que tu vas être dans les 100 000 et de l'argent de côté. Quoi. Très très important ici à Dubaï d'avoir des économies parce que le coût de la vie d'une année à l'autre il peut varier de 20, 30, 40%. Parce que le loyer, c'est ce qui va définir un peu ce que tu dois payer. C'est partie des grosses dépenses. Il y a des gens, voilà, ils ont un coût ils vivent avec, voilà, le coût de la vie pour eux, c'est genre, je sais pas moi, 60 000 euros à l'année. D'une année sur l'autre, de 60 000, l'année d'après, c'est 70, 75 000, 80 000 euros. Donc, c'est pas négligeable. En dehors de tout ça, par expérience, venez à Dubaï, travaillez, gagnez votre vie, mais ne gaspillez pas vos salaires tous les mois à vivre à crédit ou à vivre avec juste ses moyens. Voilà, à vivre avec juste ce qu'on a, au-dessus de ses moyens. Parce qu'il faut toujours penser à l'année d'après. Alors qu'en France, tu vois, c'est assez. Tu vois venir. Plat, c'est linéaire. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, pour imaginer ça, en France, le train de vie, il est linéaire. C'est-à-dire que c'est des dépenses fixes, des charges fixes, qui ne varient pas tant que ça. Ici, à Dubaï, ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec une. Ouais, c'est vrai que Non, c'est vrai. Et moi, mon mot de la fin, c'est acheter un appartement chez nous. Faites-le rénover chez Sharif, repassez par moi, je vous le revends. Et voilà, vous n'aurez pas à vous casser la tête plus que ça. Sharif, merci beaucoup, frérot. Il n'y a pas de souci, c'est gentil de m'avoir invité. Attends, je t'ai même pas prévenu en avance, comme d'hab à l'arrache. Mais tu m'as pris au dépourvu quand même. Je t'ai pris au dépourvu. J'étais pas chaud. Je t'ai pris au dépourvu, t'étais pas chaud. Je sais que t'aimes pas les caméras. Franchement, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Il y a pas mal de gens qui vont apprendre pas mal de choses.
Merci. À Ben, très on bientôt. check. Et Ciao. puis, je te dis à très bientôt. Merci, Sharif. Ciao, Allez, frérot. merci. Ciao, ciao. Ciao.